Il s'est fait que la dernière fois, nous étions sur le nationalisme professionnel. Nous étions sur le nationalisme professionnel parce qu'il fallait, dans la suite de notre acheminement après l'économie, il fallait aller maintenant dans un sens de pouvoir donner les éléments à cette économie. Parce qu'après avoir changé tout, on ne peut pas continuer à être subordonné financièrement et économiquement à d'autres peuples, à d'autres puissances, étant donné aussi qu'aujourd'hui nous sommes face à un grand dilemme, à un grand mot. Le grand mot qui frappe aujourd'hui notre chère et mère patrie l'Afrique, donc à savoir l'exploitation. Et l'exploitation, comme on le sait, comme on le disait, pilotée ou parrainée par deux courants. Donc c'est-à-dire que l'oligarchie financière, que l'homme et la femme d'affaires par l'homme occidental, de pouvoir avoir accès à nos ressources. Il faut empêcher l'homme et la femme d'affaires occidentale d'avoir accès à nos richesses. Il faut les empêcher de pouvoir construire leurs richesses. Il faut les empêcher de pouvoir amasser autant d'argent pour continuer à asseoir leur domination. Parce que aussi longtemps que l'homme et la femme occidentale auront les moyens nécessaires, les moyens qu'il faut pour construire et soutenir la charge de ces systèmes et de cette économie, l'exploitation va continuer. Parce que le seul moyen pour l'Europe et l'Occident de continuer, les États-Unis d'Amérique de continuer à exister, c'est de continuer l'exploitation. Et l'exploitation, l'homme d'affaires là et la femme d'affaires, donc il aurait fallu qu'on s'occupe d'eux. Et pour s'occuper d'eux, il faut les enlever d'abord la première chose qu'ils ont pris en Afrique. La première chose que l'homme d'affaires et la femme d'affaires sont venus chercher en Afrique, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qu'on leur a donnée, tous ces gens-là. La main-d'œuvre, quand je parle de la main-d'œuvre, prenez aussi à la fois la matière grise, nos cerveaux. Ce sont ces premières richesses-là, ces premières ressources humaines qu'ils sont venus chercher. Et en ayant en leur possession ça, vous remarquerez que à chaque fois qu'un pays européen, fait un boom économique, vous verrez qu'il y a eu une main-d'œuvre quasi gratuite. Regardez par exemple au lendemain, même avec José María Aznar, même avec Zapatero, ils ont légalisé, ou disons comment régularisé. Ils ont régularisé près d'1 million de migrants. Ils leur ont donné de papier. Et certains pays européens accusent la France de pouvoir toujours jouer le même jeu. Parce que la France laisse travailler des immigrés sans papier en étant au courant. Parce que c'est une main-d'œuvre gratuite. C'est lui qui vient d'arriver, il s'est dit, bon, j'ai un emploi, j'ai un boulot, je vais travailler. Donc, c'est mal payé. Je me rappelle, est toujours le socle par excellence de l'homme d'affaires et de la femme d'affaires occidentale. Les piliers numéro 2 de l'exploitation dont souffre non seulement notre chère et mère patrie l'Afrique, mais aussi le monde. Et eux, il fallait le retirer ça, il fallait les retirer des cerveaux. Comme on a fini l'acheminement avec l'économie où nous espérons que notre peuple a pris des éléments essentiels pour commencer à détruire mentalement et à détruire organisationnellement tout le système économique qui a été mis en place. Mais il faudrait aussi aller dans ce sens-là, dans la mesure du possible, et de pouvoir toucher pour les empêcher de prendre de la main-d'œuvre gratuite. Parce que les empêcher de prendre de la main-d'œuvre gratuite, ça serait mettre fin à l'immigration. Mettre fin à l'immigration massive de notre jeunesse. Et mettre fin à l'immigration massive de notre jeunesse, c'est de constituer une armée véritable et capable de défendre l'Afrique. C'est de constituer des jeunes qui seront prêts à apprendre et à utiliser toutes nos ressources et toutes nos richesses. Mettre fin à l'immigration, ça sera paralyser définitivement l'économie européenne. Parce que c'est une économie qui repose jusqu'à preuve du contraire sur le socle de la main-d'œuvre gratuite. La main-d'œuvre gratuite, vous le savez, depuis 1492, depuis 1400, les années 1400, ils ont utilisé la main-d'œuvre gratuite parce que la traite négrière reste et demeure jusqu'à preuve du contraire comme étant le plus grand projet économique que le monde ait connu et que l'Occident, qui a permis à l'Occident de s'enrichir. Avant, ils n'avaient rien. En commençant par les razzias négriers, tous ces patrons-là qui se sont permis de prendre de la main-d'œuvre gratuite ont fait le bonheur de leur nation, ont fait la richesse de leur nation. C'est la raison pour laquelle vous voyez que l'exploitation continue. C'est-à-dire qu'il faut maintenir la personne humaine sortie d'Afrique dans un statut carrément d'esclave. Il faut le maintenir toujours dans ces statuts-là. Vous voyez les contrats néocoloniaux, les contrats coloniaux et les contrats juteux pour eux. Les contrats qu'Alstom, qu'Areva, que Total, que Bouygues vont signer en Afrique, qui sont des contrats juteux pour eux.
mais qui pour nous sont facteurs d'exploitation, qui sont facteurs fondamentaux de destruction de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Parce qu'aussi longtemps qu'ils seront riches, aussi longtemps qu'ils auront cet argent, ils auront toujours la vision, la motivation et la détermination de continuer à détruire, de continuer à exploiter. Étant donné que notre lutte maintenant s'acharne contre l'exploitation, nous devons stopper l'exploitation. Donc il est évident qu'il y a deux piliers qu'il faut casser. Il faut toucher le pilier de la haute administration française, la haute administration, comme on disait, représentée par les chefs de l'État et les chefs du gouvernement, c'est-à-dire le plus haut fonctionnaire de tous les États, de tous les pays, de toutes les nations occidentales, sont a fortiori les commandants suprêmes de leurs armées, comme le président des États-Unis d'Amérique, comme le président de la France, ainsi de suite pour les autres. Y compris maintenant l'autre pilier qui est celui de l'oligarchie financière, représentée par le plus haut homme d'affaires, ou la plus haute femme d'affaires, c'est-à-dire les patrons, les grandes entreprises des CAC 40, les grands des Dow Jones, des Wall Street, tout ce que vous connaissez, toutes ces entreprises-là qui aujourd'hui continuent à pérenniser l'exploitation. Comme nous avions refusé de continuer dans ces schémas de l'exploitation, donc nous sommes dans l'obligation d'aller dans ce sens. Nous sommes dans l'obligation de donner un coup fort à l'exploitation. Donc en sortant du nationalisme professionnel, nous restons dans le grand chapitre du nationalisme africain pour rentrer. Maintenant, nous avions dit une fois ici que le nationalisme africain était une intelligence économique et une sagesse guerrière qui s'écarte de toute domination et qui s'oppose à toute forme d'exploitation. Donc le nationalisme africain, on avait retenu ces deux, donc la sagesse guerrière et l'intelligence économique. Voilà le schéma de notre combat. Le schéma de notre combat fait que dans le nationalisme africain, nous avions deux mains, si j'ose dire. Deux mains, parce que c'est avec ces mains-là qu'on fera tomber les piliers, ces deux piliers-là de la maison coloniale et impériale. La maison coloniale et impériale repose sur deux piliers. L'on disait la haute administration occidentale et l'autre pilier, l'oligarchie financière. L'intelligence économique qui est nôtre va s'opposer à l'oligarchie financière. Nous allons mettre en place cette intelligence économique pour nous opposer à l'oligarchie financière. L'oligarchie financière est représentée par l'homme et la femme d'affaires occidentale. Donc nous mettons le pilier de l'intelligence économique pour les attaquer sur ces points. Et quant à la sagesse guerrière, notre sagesse guerrière va s'opposer à la haute administration occidentale. La haute administration occidentale, comme vous le savez, représentée par l'homme et la femme politique. Donc, le numéro 1, le plus haut des administrateurs, le plus haut des fonctionnaires du monde occidental étant les présidents des républiques ou le président de la république ou la présidente de la république, c'est-à-dire commandant suprême des armées, a envoyé ses troupes. La raison pour laquelle la date du 8 mai, la date du 8 mai restera gravée dans l'histoire de nos enfants, dans notre histoire, dans l'histoire de notre mère patrie d'Afrique comme une date de recrutement de notre armée. La date de 8 mai doit être ancrée chez tout Africain comme étant une dimension maintenant pour nous de combattre le pilier de la haute administration occidentale représentée par l'ensemble des armées étrangères qui ont élu domicile chez nous. À travers l'Africom, les États-Unis d'Amérique ont élu domicile chez nous. À travers l'OTAN, l'Europe tout entière a élu domicile chez nous. À travers l'armée française, la France a élu domicile chez nous. À travers l'armée allemande, l'Allemagne a élu domicile chez nous. À travers l'armée belge, la Belgique a élu domicile chez nous. Donc, le combat que nous menons du 8 mai contre les armées étrangères, le départ de toutes ces armées, c'est un combat qui va toucher directement et qui touche directement le plus haut administrateur de tous ces pays. Si c'est un roi, c'est le roi. Si c'est un président, c'est le président. Parce que ce sont eux qui sont les commandants suprêmes de leurs armées. Et le combat du 31 octobre, le combat du 31 octobre, c'est notre intelligence économique qui rentrera en action. Parce que le combat du 31 octobre qui va combattre, c'est un combat qui va aller à l'encontre de l'un des instruments présents chez nous, la monnaie du franc CFA. La monnaie du franc CFA et toutes ces petites monnaies qui sont aux alentours, qui sont affiliées l'une comme l'autre, et la zone CFA avec une monnaie attachée à l'euro. Donc l'on disait l'autre fois que le franc CFA
c'est la monnaie que l'on touche. C'est la monnaie qui circule là. C'est la monnaie qu'on a, les billets, et les pièces, et tout ça. Et la monnaie est sculpturale. C'est sculptural parce que c'est une monnaie écrite qui réside au niveau du papier. Les chèques, tout ça. Voilà. La monnaie qui n'existe pas. C'est une monnaie imaginaire. C'est une monnaie qui a été créée par le général de Gaulle avant l'accès de la France au FMI. Ils ont créé cette monnaie où le général de Gaulle dit « J'ai 280 millions d'euros. 280 millions de francs français. » On lui a dit où se trouvent les 280 millions de francs français. Il faut maintenant, il part à la Banque mondiale. Il dit à la Banque mondiale, j'ai 280 millions de francs français en monnaie sculpturale. La Banque mondiale dit, il nous faut maintenant cette monnaie, en monnaie bancaire. Donc, pour avoir maintenant la monnaie bancaire, le général de Gaulle part demander à, par exemple, il part demander à Sassou Nguesso, il part demander à Houphouët-Boigny, il part demander à Paul Biya, il leur dit, j'ai 280 millions de dollars en monnaie sculpturale. Mais il faut que vous puissiez créer cette monnaie. D'accord? Les présidents de ces pays-là disent, bon, divisé par vos 14 pays, ça nous donne par exemple 70 millions de dollars. Il s'est dit, le président du Gabon dit, par rapport à tout ce qu'on a, tous nos problèmes et tout ça, il faut 70 millions, il faut émettre 70 millions de la monnaie. L'autre dit 70 millions, l'autre dit 70 millions, l'autre dit 70 millions. La Banque mondiale crée la monnaie maintenant. La Banque mondiale a ses succursales. Ces succursales, ce sont des banques que vous voyez dans des pays occidentaux. Mais il y a 5 grandes capitales. 5 grandes capitales où se trouvent les succursales de la Banque mondiale. Donc, Londres, Paris, New York, Vienne et Lausanne. Ce sont les 5 grandes villes, disons. Les 5 grandes villes où se trouvent les grandes banques, qui sont des succursales de la Banque mondiale. À qui on donne la responsabilité? Il faut rajouter la Banque centrale européenne, qui je pense se trouve à Bruxelles. Donc ça c'est l'union de tous. Mais toutes ces banques-là, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle la Banque de France, par son imprimerie, imprime les billets du franc CFA. Parce que la Banque mondiale a donné l'autorisation. La Banque mondiale a donné l'autorisation de mettre la monnaie. Et cette monnaie-là a été créée par des présidents africains, dont chacun demande 70 millions, par rapport à la monnaie sculpturale créée par le général de Gaulle par simple papier. Il dit 280 millions de dollars comme ça, sans rien. Ce sont des monnaies imaginaires. Sans rien, il crée 280 millions de dollars. Et les 280 millions de dollars deviennent effectifs divisés par les 14 pays du franc CFA, d'où chaque président demande « j'ai besoin de 70 millions, j'ai besoin de 70 millions » et la Banque mondiale donne l'accord de la création, l'émission, disons, de cette monnaie qui deviendra maintenant la monnaie bancaire. La monnaie en question qui sera déversée dans le pays et les pays qui vont les faire circuler. Et encore, déverser dans le pays, ça c'est les schémas qui devaient être logiques, mais ce n'est pas de l'argent déversé dans le pays. Lorsque le président gabonais lui-même va aller demander ses 70 millions, on lui dit, bah, par rapport à tes 70 millions, dis-nous qu'est-ce que tu en feras. Ah, je vais construire ceci, je vais construire ceci. Bon, on vous envoie des techniciens qui vont construire ça. Dis-nous encore qu'est-ce que tu feras. Oh, je vais payer ceci, je vais payer ceci. Bon, donne-nous la liste de tes fonctionnaires. Il prend la liste des fonctionnaires. C'est là où les présidents africains commencent la première triche. Il a 80 000 fonctionnaires, il envoie à la France la liste des 240 000 fonctionnaires. Il fait que les 80 000 fonctionnaires, c'est l'argent que la France verse par rapport à ses propres 70 millions qu'il avait. Mais l'argent qui reste des autres là, hein, les 160 000 fonctionnaires là, c'est l'argent qu'Omar Bongo va mettre dans sa poche. C'est l'argent que Sassou Nguesso va mettre dans sa poche. C'est l'argent qu'un tel va mettre dans sa poche. C'est là où commence la première manière de voler, le premier acte de corruption. Donc vous voyez que ces monnaies, et le peuple dans tout ça n'a rien. Le peuple dans tout ça n'a rien. Après, il y a la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est, vous avez combien de barils de pétrole qu'on peut exploiter? Nous avons 15 000 barils de pétrole. Les Français vous disent, vos 15 000 barils de pétrole valent 30 millions de francs CFA. Donc, vous nous donnez ça, nous exploitons, et nous vous donnons 30 millions de francs CFA. Donc, vous rajoutez, au lieu qu'on puisse émettre 70 millions de francs CFA, on va émettre 100 millions de francs CFA, plus la valeur ajoutée de vos ressources ou vos matières premières. Or, lorsqu'ils vont faire ça, vous venez maintenant dans la Banque de France, vous leur dites, on avait 70 millions lors de l'émission de la monnaie sculpturale en monnaie bancaire, maintenant, plus les 30 millions de la richesse qui est nôtre, on a maintenant 100 millions. La France va vous dire, vous voyez les 30 millions là, de vos richesses, vous voyez les techniciens qu'on a envoyés pour qu'ils puissent être repérés là où il y a le pétrole. Autant. Vous voyez les personnes qui ont extrait ces pétroles-là. Autant. Vous voyez les machines qu'on a envoyées. Autant.
Vous voyez les techniciens, les coopérants qui sont chez vous, qui ont fait en sorte que vous puissiez avoir, que nous puissions signer ces contrats, autant. Vous devez payer leurs billets, vous devez payer ceci. Il s'est fait que les 30 millions là, le président là ne le voit même pas. Il verra peut-être 3 millions. Bon, dis-toi, dans une machination comme ça de 30 millions, il n'y a que 3 millions. Comment voulez-vous qu'il vous donne au peuple les 3 millions en question? Les 3 millions là, la valeur ajoutée, c'est rajoute encore dans son argent qu'il avait touché par rapport aux fonctionnaires. Donc, voilà les deals du FMI et de la Banque mondiale. Et ces deux deals là, c'est l'homme politique et la femme politique. Donc la haute administration, et l'homme d'affaires et la femme d'affaires, l'oligarchie financière. Ce sont ces deux piliers là qu'il faut combattre. Donc le 31 mai, pardon, le 31 octobre, nous irons maintenant combattre le symbole du franc CFA parce que c'est un symbole qu'il faut détruire. C'est un symbole qui aide à l'oligarchie financière non seulement de continuer à entretenir un système de corruption, mais aussi à enrichir ces gens. Et en enrichissant ces gens-là ont toujours le moyen de pouvoir décider de notre avenir politique et économique. Ils ont toujours le moyen de contrôler nos ressources, d'avoir accès à nos ressources. Ils ont toujours le moyen d'accroître la puissance de leurs entreprises. Et ça, c'est un danger pour nous. Donc, je disais qu'on va rentrer dans la sagesse guerrière. La sagesse guerrière, c'est grand chapitre, c'est grand point, qui a 13 chapitres. Je vous annonce déjà que par ces 13 chapitres prochainement, le prochain livre de l'UDC va sortir. Après le tambour de la révolution, ça sera la trompette de la révolution. Donc on va sortir maintenant la trompette de la révolution. Parce que lorsqu'on joue le tambour de la révolution, c'est pour donner le rythme à notre peuple. Nous voulons apprendre à notre peuple de pouvoir se familiariser déjà dans ces instruments. C'est le tempo qu'on a donné. Le tempo, c'est les grandes lignes. Ceux qui ont ces livres-là ont vu qu'on a donné les grandes lignes. Les grandes lignes, d'où on va concentrer nos forces et nos énergies. Mais la trompette de la révolution va maintenant appeler notre peuple au rassemblement. C'est la trompette de la révolution qui va dire à tout le monde, le moment est venu maintenant de rentrer en guerre. Le moment est venu maintenant d'attaquer, on vous dit, sur tel terrain. C'est là où je disais que la sagesse guerrière aura 13 chapitres. Je ne vous donne pas les mots-clés qui sont derrière chaque chapitre parce que ce sont des mots des arsenals militaires. Ce sont des mots qu'on ne sort pas maintenant pour le moment parce que ce sont des codes et des codifications. Mais je vous donnerai des grandes lignes de ce qu'il y a derrière. Le premier chapitre parle de la conquête du monde entier. Le premier chapitre de la sagesse guerrière du nationalisme africain parle de la conquête du monde entier. Les Africains doivent conquérir le monde. Notre façon de conquérir le monde, c'est d'être présent sur toute la surface de la Terre. Les Africains doivent être partout. En Amérique latine, nous sommes présents. En Europe, nous sommes présents. En Amérique du Nord, nous sommes présents. En Australie, nous sommes présents. En Asie, nous sommes présents. En Asie Pacifique, du Sud-Est, au Moyen, au Proche-Orient, nous sommes présents. Nous devons nous étendre partout. C'est notre première stratégie de conquête. Parce que la meilleure manière d'abord de conquérir, c'est d'être présent sur le sol. Et lorsque vous arrivez là-bas, tout Africain qui arrive en Australie, vous devez faire en sorte qu'au bout de 14 ans, vous soyez au moins 10 000 Africains. Il faut continuer à mettre au monde. Il faut continuer à avoir des enfants. Il faut vous fondre dans cette société. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que les Africains doivent atteindre les 1/3 de la population française. Dans toute l'Europe, il faut qu'il y ait 1/3 des Africains. Lorsque vous avez la population européenne doit être composée de 1/3 des Africains. La population américaine doit être composée de 1/3 des Africains. La population australienne doit être composée de 1/3 des Africains. La population asiatique doit être constituée de 1/3 de la population africaine. C'est-à-dire notre objectif, c'est d'aller partout, de conquérir le monde entier, de mettre nos pieds partout, de connaître la vibration de chaque terre, le peuple de chaque terre. Ça, c'est notre première mission. C'est le premier chapitre du nationalisme africain dont la grande ligne est la sagesse guerrière. Et ça, cette sagesse guerrière nous oblige à mettre nos pieds partout. Cette sagesse guerrière nous oblige à conquérir partout. C'est-à-dire, l'objectif, 1/3 de la population. Il faut commencer maintenant à mesurer est-ce que nous sommes 1/3, les Africains, nous sommes 1/3 de la population française. Parce que si nous voulons gagner la bataille lorsque nous allons déclencher les affrontements, il faut qu'on puisse être au moins 1/3. 1/3, on pourra résister. 1/3, on pourra vaincre ces gens. Je dis bien conquérir le monde, la planète tout entière. Mais en faisant attention de pouvoir atteindre l'objectif d'être 1/3 de la population autochtone.
Donc ça, c'est notre objectif numéro 1. C'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre de la sagesse guerrière parle de la loyauté et la fidélité. Cette loyauté voudrait dire simplement un seul objectif, une seule voie. Nous n'allons suivre qu'une seule voie, mais avec 4 moyens et 4 chemins. J'ai dit bien 4 chemins, mais une seule voie. Voie avec V-O-I-E, mais par 4 chemins. Le premier chemin, c'est ce qu'on appelle le chemin des ancêtres. C'est quoi le chemin des ancêtres? Vous devez répertorier le nombre. Ne parlez pas comme ça. Ne dites pas qu'on a massacré des Africains, qu'on a assassiné. Il faut avoir des chiffres concrets. Vous devez savoir le nombre des Africains qui ont été assassinés, massacrés pendant les razzias négrières. Le nombre des Africains qui sont morts pendant l'hypercolonialisme, pendant la colonisation, pendant les guerres provoquées par l'Occident, pendant les guerres provoquées par tous nos ennemis, tous ceux qui viennent conquérir la terre de la Mauritanie, la terre du Soudan. Lorsque les gens ont conquis la terre du Maroc, combien de Noirs Africains sont-ils morts? Combien de Noirs Africains ont été dépiécés? C'est ça le chemin des ancêtres. Ça, c'est une stratégie guerrière. Il faut avoir l'idée, en fait, du crime qui a été commis. Donc, par ça, il faut chercher des archives et avoir le nombre des Africains, le nombre qui ont été massacrés. Mais aussi, il faut souligner par là les moyens utilisés. Comment ces Africains ont été tués. Lorsque le peuple venu d'autres cieux ont conquis le Maroc, comment ils ont exterminé les Africains qui étaient au Maroc. Lorsque le peuple venu d'autres cieux ont conquis le Soudan, comment ont-ils exterminé les Noirs qui vivaient au Soudan? Lorsqu'ils ont conquis autrefois l'Afrique du Sud, lorsqu'ils ont conquis le Dahomey, lorsqu'ils ont conquis le Congo, lorsqu'ils ont conquis l'Égypte, combien de Noirs ont été massacrés? Quels sont les moyens qui ont été utilisés? Par quelle méthode? Quelle stratégie ils ont? Quelle intelligence diabolique ont-ils utilisé pour arriver à ces résultats? Donc il faut prendre tout ça en considération. Donc ce chemin des ancêtres, je l'appelle le chemin terrestre. Donc c'est par le chemin terrestre. Le deuxième chemin, c'est le chemin aérien. Le chemin aérien, c'est le chemin des êtres. Parmi les Africains qui ont été décimés, assassinés, vous devez noter et prendre le note sur des personnes qui vous ont été chères. Sur des personnes qui ont été chères à vos familles. Sur des personnes qui ont été chères à notre mère patrie, l'Afrique. Il faut avoir le nom de ces personnes, des êtres chers qu'on a perdus pendant les razzias négrières. Les êtres chers qu'on a perdus pendant la colonisation. Les êtres chers qu'on a perdus pendant l'hypercolonialisme. Les êtres chers que nous avions perdus pendant le néocolonialisme. Lorsque les États-Unis d'Amérique ont déclenché la guerre de chasser Mobutu pour amener Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Les êtres chers qu'on a perdus tout au long, à travers cette guerre. Lorsque il a fallu assassiner le président Thomas Sankara. Les êtres chers que nous avions perdus au lendemain de cet assassinat. Lorsqu'il a été question d'assassiner Patrice Lumumba. Lorsqu'il a été question d'assassiner Modibo Keïta. Lorsqu'il a été question d'assassiner Barthélemy Boganda. Les êtres chers que vous aviez perdus, je dis dans votre famille. Les êtres chers que vous aviez perdus dans votre communauté, dans votre structure, dans votre mouvement. Il faut prendre le nom. Quelles sont les méthodes qui ont été utilisées pour arracher la vie de ces êtres chers? Quelles sont les méthodes qui ont été utilisées? Quelles sont les armes même qui ont été utilisées? Voilà les chemins aériens. Les chemins aériens, c'est les chemins de ces êtres-là. Donc c'est par ça qu'on passera. Le troisième chemin, c'est les chemins que j'appelle les chemins maritimes. Les chemins maritimes, c'est les chemins des eaux et des cours d'eau. Les dirigeants qui ont été assassinés. Vous devez avoir une liste. Il faut léguer ça à vos enfants. Vous devez avoir une liste de toutes les personnes qui ont été assassinées au cours de l'exercice de leurs fonctions. De tous les dirigeants politiques qui ont été assassinés. De tous les dirigeants des partis politiques. De tous les dirigeants économiques.
de tous les dirigeants scientifiques. Le professeur Lourouma, ceux qui connaissent l'histoire du professeur Lourouma, le savant qui a été à l'acheminement de mettre en la première thérapie contre le VIH, contre le sida, ce qui a donné aujourd'hui la trithérapie. C'est les travaux du professeur Lourouma. Le professeur Lourouma est mort dans des conditions rocambolesques. Dans des conditions aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Les conditions qui ont occasionné la mort et qui ont amené Cheikh Anta Diop à la mort. Il faut noter ça. Comment est-il décédé? Les leaders scientifiques, les pères de nos histoires, ceux qui ont révolutionné, changé le cours de l'histoire africaine. Comment ont-ils été assassinés? Les dirigeants, les anciens rois, les anciennes reines, les grands généraux, comment étaient-ils assassinés? Il faut avoir une liste dans votre maison, chez vous, où il faut noter tout ça. Il faut noter tous ces gens-là. Vous avez un cahier où vous inscrivez le nom de toutes ces personnes. Comment est-ce que Martin Luther King a été assassiné? Comment est-ce que Marcus Garvey est-il mort? Comment est-ce que Malcolm X est-il mort? Des porte-paroles de notre peuple. Comment tel porte-parole, tel président a-t-il attrapé telle maladie? Il faut avoir un cahier sur ça, c'est-à-dire c'est le chemin que j'appelle le chemin maritime. Ça fait partie de la stratégie guerrière du nationalisme africain. Donc sur le premier chapitre, d'où l'on a... le deuxième chapitre, où on a la fidélité et la loyauté, un seul objectif, une seule voie, même par 4 chemins. Donc je disais qu'après le chemin maritime, c'est le chemin solaire. C'est le chemin solaire, le chemin par lequel on va passer. Le chemin solaire, ce qu'on appelle le chemin solaire, c'est les célébrités. Toutes les célébrités africaines, noires africaines, toutes les célébrités noires, comment ont-ils trouvé la mort? Comment est mort Whitney Houston? Comment est mort Michael Jackson? Bien qu'il a été l'un des plus idiots de nous tous. Ces personnalités-là, ces célébrités, il faut suivre pas à pas. Comment Brenda Fassie est-elle morte? Il faut suivre toutes ces célébrités. Il faut avoir l'histoire de comment, quand. Tous ces grands musiciens, tous ces grands artistes qui ont accompagné des mouvements de révolution. La raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de peintres, il y a beaucoup de sculpteurs qui aujourd'hui ont peur de suivre notre voie, parce qu'ils ont peur de beaucoup de choses. Ils savent, eux, comment est-ce que leurs prédécesseurs ont trouvé la mort. C'est-à-dire qu'il faut leur donner confiance. Parce que si nous ne nous occupons pas de ces cas, demain un boxeur célèbre aura du mal à se joindre à nous. Comme Cassius Clay, Mohamed Ali avait rejoint ses frères de lutte. Vous avez vu que sa participation a eu un impact considérable sur notre peuple. Mais comment Mohamed Ali a-t-il trouvé cette maladie? Est-ce que c'est simplement par la boxe? Il faut suivre tous ces schémas-là. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été atteints, c'est-à-dire c'est le 4e chemin, le chemin solaire. Suivre ces célébrités, il faut les suivre. Il faut savoir pourquoi et comment Bob Marley est-il décédé. Pourquoi Bob Marley est-il mort? Comment est-il mort? Il faut savoir les raisons. Quelles sont les paroles prononcées ou les chansons chantées par Bob Marley qui ont pu déclencher, si vous voulez, la barbarie de tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils disaient d'aussi dérangeant, d'aussi mauvais ou d'aussi maladroit? C'est-à-dire qu'il faut suivre ce chemin-là. Comment Bob Marley est-il décédé? C'est ça, le chemin solaire, le chemin de toutes ces célébrités. Il faut suivre, il faut comprendre le pourquoi. Avoir une liste de chaque cas. Bob Marley est-il mort? À quel moment? Quel était le contexte politique? Quelles étaient les chansons chantées par Bob Marley? C'est une façon pour nous. J'ai dit que c'est une sagesse guerrière. Parce que ça permettra aux jeunes qui sont en train de chanter aujourd'hui de ne pas avoir peur d'être parmi nous. Ça permettra aux artistes qui sont aujourd'hui
en train de chanter, de nous rejoindre. Ça permettait à Serena Williams de la même manière puisse aussi être là pour le combat. Ça permettra à tous ceux-là qui sont de l'autre côté, qui ont peur, qui se disent « Moi, je ne peux pas m'afficher parce que j'ai des disques à vendre, parce que ma carrière, parce que il faut que ça cesse. » On ne peut plus utiliser ça comme attribut ou comme, si j'ose dire, arme de pression contre notre peuple. Parce que nous avions besoin des artistes, nous avions besoin de peintres. Il y a certaines personnes qui parlent, il y a certaines personnes qui écrivent, il y a certaines personnes qui décident, il y a certaines personnes qui chantent. Donc nous avions besoin de toutes ces énergies, de toutes ces forces. Comment sont-ils partis? Comment Fela Kuti est-il parti? C'est-à-dire il faudrait ça, il faudrait répertorier, avoir une idée de tout ça. Donc le 4 chemins, on l'a vu. Troisième chapitre. Le troisième chapitre de la sagesse guerrière, c'est celle qu'on appelle la terre brûlée. Notre sagesse de la terre brûlée consiste à empêcher l'ennemi d'utiliser tous les produits, les ressources et les potentialités de notre terre. Il faut faire en sorte partout où vous êtes, et à travers tous les moyens possibles, d'empêcher les entreprises occidentales, les entreprises américaines d'utiliser les ressources et les potentialités économiques. Le revenu où la jeunesse africaine doit transcender l'ordre de ces dirigeants corrompus et vendus. Le revenu où le coup d'État massif et populaire du peuple africain doit avoir lieu. C'est-à-dire d'aller au-delà des principes et des injonctions données par tous ces vendus qui sont dans ce pays-là, qui se disent des présidents. Et en arriver à ça, je disais que la politique de la terre brûlée, notre sagesse de la terre brûlée, c'est de les empêcher de bénéficier des faveurs de nos terres. Si vous connaissez quelque part où il y a une entreprise agricole ou alimentaire occidentale implantée en Afrique, qui a des plantations, qui produit du riz, vous devez faire en sorte que ces riz-là, qu'ils ne puissent pas le manger. Vous devez les empêcher de cultiver la terre là, parce qu'ils sont en train de bénéficier d'une faveur de notre terre, la fertilité. Il faut les empêcher de bénéficier de ça. Il faut les empêcher. Vous avez vu Mugabe, il a commencé à les empêcher, en faisant ce qu'on a appelé la politique de la réforme agraire, c'est-à-dire récupérer les terres aux mains de colons britanniques. Et ça, c'est une politique qu'il faut mettre en place. Une politique qui va consister à pouvoir empêcher toutes les entreprises installées chez nous de bénéficier des potentialités de nos terres, des richesses de nos terres, des faveurs ou de la bénédiction de nos terres. Il faut les empêcher de faire ça. Il faut les empêcher d'accéder à ça. Il faut les empêcher d'avoir ça, Il faut les empêcher. Mettez tout en place, tout ce qu'il faut. Mais notre sagesse guerrière, c'est d'empêcher aux entreprises occidentales, européennes et américaines d'utiliser, de bénéficier de nos ressources, de nos potentialités, de nos richesses et de nos énergies. Quatrième chapitre, c'est la provocation de la sécheresse. Il faut provoquer de sécheresse. Qu'est-ce qu'on appelle sécheresse? Il faut brûler les récoltes, les richesses et les finances de l'homme d'affaires et de la femme d'affaires occidentale chez nous. Comme vous voyez, nous nous attaquons au franc CFA. On va brûler le franc CFA. C'est-à-dire qu'il faut rendre les francs CFA, démonétiser le franc CFA. Parce que le franc CFA est une richesse qui permet à l'oligarchie financière de continuer à régner. Beaucoup de gens, j'ai entendu de gens dire que vous n'êtes pas de la zone franc CFA. Les Africains qui ne sont pas de la zone franc CFA ne peuvent pas peut-être aller dans ce sens-là. Qu'il faut qu'il y ait des Africains qui sont dans la zone du CFA. Une personne qui combat l'impérialisme, une personne qui est contre l'exploitation, doit suivre l'exploitant partout où il est. Il doit suivre la personne qui est censée piller systématiquement nos ressources et nos richesses partout et l'appauvrir. Si vous voulez combattre l'exploitation et que vous laissez à l'homme d'affaires et à la femme d'affaires politique, à la femme d'affaires occidentale de pouvoir continuer à s'enrichir, de pouvoir continuer à se mettre plein de poches, je ne vois pas par quel mécanisme vous allez vaincre la guerre. Parce qu'il continue, lui, à s'enrichir. Il continue, lui, à être riche. Et là, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il faut provoquer la sécheresse. La sécheresse, c'est le manque de tout ce qui lui permet, lui, d'être en abondance. Est-ce que vous voyez? Les fonds CFA permettent à l'oligarchie financière de continuer à fonctionner.
Le franc CFA permet à l'oligarchie financière de pouvoir dicter ses politiques. Parce que tous les étudiants qui sortent des grandes écoles, françaises sont préparés pour pouvoir aménager le terrain de ce qu'ils appellent les droits des affaires. Or, le droit des affaires a un seul objectif: mettre à l'aise les investisseurs français et européens, y compris américains. Donc, sur ce terrain-là, il faut provoquer la sécheresse. C'est encore quoi la sécheresse? J'appelle sécheresse la possibilité de pouvoir déchirer, brûler, combattre tous les contrats qui nous lient à Alstom, tous les contrats qui nous lient à Total, tous les contrats qui nous lient à Bouygues, tous les contrats qui nous lient à General Motors, tous les contrats qui nous lient, je ne sais pas moi à quelle entreprise occidentale dont on sait pertinemment qu'ils font partie de l'oligarchie financière. La jeunesse africaine a pour vocation de pouvoir combattre ces contrats. Les contrats aujourd'hui dont bénéficie Areva, par exemple au Nigeria et en Afrique du Sud, ce sont des contrats coloniaux. Et ces contrats-là, il faut le combattre. Il faut le combattre idéologiquement. Il faut le combattre en informant le peuple. Il faut le combattre par des actions sur le terrain. Il faut combattre à ce que le produit émanation de ces contrats-là puisse être saboté. Voilà notre sagesse. Mais il y a aussi ce que j'appelle la sécheresse politique. La sécheresse politique, c'est de combattre tous les dirigeants, adulés, félicités, acclamés par l'Occident. Quand vous voyez un dirigeant africain être acclamé, plébiscité, adulé par l'Occident, il faut le combattre. Combattez son image, combattez ses idées, combattez sa vision, combattez son pouvoir. Partout où vous êtes à votre niveau, à votre échelon, c'est une sagesse pour provoquer la sécheresse. Parce que lorsque vous allez combattre, vous allez mettre à mal ces dirigeants politiques qui est choisi en Afrique. Vous le mettez mal, sachez que vous êtes en train d'une manière ou d'une autre de pouvoir empêcher à l'impérialisme de continuer à exister, au colonialisme de continuer à être pérennisé. Vous combattez l'exploitation de manière directe ou indirecte. Lorsque vous combattez un dirigeant qui a été placé par la France, un dirigeant qui, quand il arrive ici à l'Élysée, poum, c'est des pompes. Un dirigeant, quand il arrive à la Maison Blanche, poum, c'est des pompes. C'est un dirigeant qu'il faut combattre. C'est un moyen par excellence comment est-ce que ce dirigeant est reçu en Occident. Comment est-ce que ce dirigeant, quelle est la place qui lui est réservée? Combattez-le. Combattez ses idées. Je ne dis pas de faire l'opposition, mais les combattre. Faire l'opposition, c'est se compromettre. Mais les combattre, quand on dit les combattre, vous ne participez en rien dans tout ce qu'il lui fait. Combattez ses idées, combattez son image. Si vous savez dessiner, dessinez-le comme vous le voulez, partagez ça partout. Si vous savez chanter, composez des chansons contre lui. Si vous savez écrire, écrivez contre lui. Si vous savez parler, parlez contre lui. Si vous avez le courage de manifester, manifestez contre lui partout. C'est une façon pour nous, c'est une stratégie guerrière faisant partie du nationalisme africain. Ces dirigeants-là, il faut les combattre parce que le cinquième chapitre, c'est la volonté du feu. La volonté du feu, c'est vous devez manifester la puissance du feu. Manifester la puissance du feu, c'est attiser des conflits. C'est de créer des conflits sociaux là où vous êtes. Créer des conflits dans des couples qui sont autour de vous, faisant partie des familles des ennemis. Vous créez des conflits dans des partis politiques, dans des obédiences qui sont attachées aux structures occidentales qui pérennisent l'exploitation. Vous devez infiltrer et créer des conflits là-bas. Créer des conflits dans des entreprises succursales qui représentent des entreprises des CAC 40, des entreprises des Dow Jones, des entreprises de Wall Street. Les entreprises qui sont et qui font partie de l'oligarchie financière. Vous créez des conflits dedans. Vous connaissez une personne qui en Afrique travaille dans... par exemple, il travaille dans ce qu'on appelle succursale de Bouygues, au Niger. Vous créez des conflits dans la famille de cette personne-là. Vous inventez des conflits, vous inventez des choses contre lui. Parce qu'il faut le mettre mal à l'aise. Il faut que le matin, il ne puisse pas avoir le courage de se réveiller pour aller au travail. Il faut que son absence se fasse ressentir. Vous créez des conflits. Vous le provoquez même dans la rue. Vous recrutez des jeunes qui vont le provoquer. Si c'est un homme, par exemple, on chante, c'est un soulard, il ne s'occupe pas de ses enfants. Même si c'est pas ça, vous le faites.
Si c'est une femme, on le traite par exemple de prostituée et tout ça, pour qu'elle soit démoralisée. Il faut créer des conflits, c'est ce qu'on appelle la puissance du feu. Il faut créer des conflits dans des structures politiques, dans des structures familiales, des personnes qui sont attachées à l'oligarchie financière. C'est une sagesse véritable de combat du nationalisme africain. Parce qu'il faut les démoraliser. Il faut les faire comprendre que le chemin qu'ils sont en train de suivre est en train d'hypothéquer l'avenir de plusieurs générations. Et le seul moyen de le faire comprendre, il faut leur faire ressentir la douleur qu'ils nous font ressentir. Il faut leur faire ressentir l'humiliation qu'ils nous font subir. Le 6e chapitre, c'est le chapitre de la séparation. Ce chapitre, vous voyez, c'est la continuité du 5e chapitre. C'est la séparation de la mère et de l'enfant. Du père et de l'enfant. Nous nous sommes réveillés un beau matin. Nos familles ont été détruites. Nos familles ont été détruites parce qu'ils sont venus comme ça dans une famille. Ils prennent l'un. Toi, tu vas en Martinique. L'autre, Guadeloupe. Toi, en Haïti. Toi, telle place. Ils nous ont éparpillés partout. Et ils ont détruit la structure fondamentale, la plus grande richesse que l'humain a ici sur Terre. Ils ont détruit nos maisons. En détruisant nos maisons, ils ont détruit nos cultures. Ils ont détruit nos étoiles. Ils ont détruit notre avenir. Il faut les séparer eux aussi. Il faut créer des séparations. Vous voyez un parti politique allié à un groupe d'ici. Il faut faire en sorte qu'il y ait séparation. Il faut faire en sorte que celui qui était leader et celui qui était truc se disloquent. Il faut faire en sorte que celui qui les finançait quitte ces partis-là. Qui est la séparation. Par exemple, il faut faire en sorte que Joseph Kabila se sépare de sa femme. Il faut faire en sorte qu'Alassane Dramane Ouattara et sa femme puissent se séparer. Pourquoi vous ne mesurez pas la solidité aussi de leur couple comme ils font avec nous? Lorsqu'ils ont voulu atteindre Martin Luther King, ils ont commencé à mesurer la solidité de son couple, à commencer à formater des choses. Lorsqu'ils ont voulu atteindre Malcolm X, ils ont commencé à appeler sa femme, matin, midi, soir, à menacer la vie de ses enfants. On va tuer tes enfants, ces bandes de nègres. Alors il faut faire en sorte que Dominique Ouattara et Ouattara se séparent. Il faut faire en sorte que Kabila et sa femme se séparent. Il faut faire en sorte que Denis Sassou Nguesso et sa part se séparent. Utilisez tous les moyens qui vous semblent bons. Mais c'est une stratégie de séparation. Et la stratégie de séparation est une sagesse véritable pour toucher l'ennemi. Le rendre faible. C'est un humain. Il n'est pas Dieu, c'est un humain. À un moment donné, il sera rappelé à ça. Les sentiments qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour son mari ou pour sa femme va le rappeler à la raison. Nous allons mesurer réellement s'ils sont des incarnations d'Hitler. Tactique de la séparation. Lorsque vous voyez un parti politique qui est au pouvoir avec un autre parti qui veut s'entendre, séparez-le. Une femme qui est restée, qui travaille, obédience, je dis bien l'obédience de l'autre côté, qui est de l'autre côté, qui sert l'oligarchie financière et a ses enfants, faites en sorte que ses enfants puissent quitter la maison. Séparez cette femme-là de ses enfants. Elle sera plus préoccupée à aller chercher ses enfants que d'aller travailler là-bas pour l'oligarchie financière. Cet homme-là qui est resté avec ses enfants, séparez-le de ses enfants. Ce n'est pas un péché. J'ai relu tous les livres saints des religions révélées, je n'ai pas vu un péché pareil. Ce n'est pas un péché. Il faut les séparer. C'est la sagesse guerrière. C'est une façon d'atteindre l'ennemi au cœur même de son existence. Parce que les artifices lui permettent de pouvoir se protéger. Mais lorsqu'on atteint directement,